Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer. Tout retourne à la terre. Une histoire agricole écrite et racontée par Laurette Lorette et dédiée à tous les jardiniers. Le chef paysagiste sonore s'appelle Jérémy Lucas. Bonne écoute. L'air est vif. Les rayons du soleil cascadent le long des toits dans le petit matin. Irma est toujours d'humeur joyeuse. Elle aime la lumière dorée du lever du jour. Elle n'est pas vraiment une lève-tôt, mais elle adore, une fois ses détritus vidés dans le compost collectif du parc municipal, s'installer à la terrasse du grand café du village pour y siroter un ristretto. À côté d'elle, tandis que des vieux égrènent le temps en cancanant, les travailleurs de peine sifflent leur dose de caféine avant de retourner au turbin ou de courir à Genève par le premier train. Genève, l'Eldorado du plus modeste technicien de surface qui empoche, à la sueur de son front, le jackpot. Depuis qu'elle demeure ici, qu'elle a fui dans ce coin retiré et rocailleux, là où personne ne la connaît ni ne la reconnaît, elle reprend son souffle. Elle respire enfin, ou plutôt, elle réapprend à respirer. Dans ce minuscule village, elle est anonyme et se sent en sécurité. Pour les uns, elle est juste une inconnue, et pour les autres, la nouvelle collaboratrice du cabinet d'experts comptables Ramblochet et Deletraz. Ses petites lunettes cerclées de métal argenté, ses cheveux tirés impeccablement en chignon sur sa nuque, et ses vêtements bleu marine, sans la moindre fantaisie, n'attirent pas les regards. Irma Saint-Songe est pourtant très jolie, avec ses grands yeux verts, son sourire un peu timide et sa silhouette gracile. Cependant, elle s'arrange toujours pour ne pas se faire remarquer. Elle excelle même dans l'art de se faire oublier. Ici, Irma est une ombre anonyme et aussi une secrétaire comptable qui ne travaille pas le lundi. À l'occasion de son congé hebdomadaire, Irma vague donc à ses petites habitudes dès l'ouverture du parc. Il s'agit d'abord de vider son compost dans le bac collectif, puis de déguster son café à 8 heures tapantes, en terrasse, de préférence en plein soleil, mais dans le recoin le plus discret. Or, ce matin, comme elle s'approche du bac à macération, elle est saisie d'effroi, car un énorme rat, doté de petits yeux cruels, se plante devant elle. L'animal tente visiblement de s'introduire dans le conteneur, alors qu'elle s'apprête à en soulever le pesant couvercle. La bête, effrontée, ne fuit pas. Quelque chose à l'intérieur aiguise au plus haut point une sorte de voracité fébrile chez le gras mammifère. Lorsqu'Irma parvient, malgré la présence hostile du nuisible, à relever péniblement le couvercle, dans un claquement sinistre, une odeur pestilentielle attaque brutalement ses narines. Puanteur insurmontable, écœurante. Elle découvre alors, au milieu des détritus pourrissants, l'objet de convoitise de la bête. Une main. Une main délicate. Les ongles sont manicurés, le poignet et les longs doigts élégants sont finement ciselés. Curieusement, le membre gît au milieu des immondices en putréfaction, mais ne semble pas souillé.
Cette main demeure immaculée malgré les innombrables petites larves brunes repoussantes qui circulent sur sa chair diaphane. À ce moment, Irma hurle de toutes ses forces et s'éveille en sursaut. Elle est couverte de sueur. Encore un de ses cauchemars. Elle se traîne, chancelante et terrifiée, jusqu'à la cuisine pour engloutir un verre d'eau. Elle avait si chaud, et voilà qu'à présent, elle grelotte de froid. Elle asperge pourtant son visage d'eau glacée, tentant de dissiper l'angoisse inextinguible propagée par cette vision d'épouvante. On pourrait qualifier Anne-Bénédicte Ramblochet de jolie bourgeoise. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'elle est. Une jolie bourgeoise, blonde, élancée, toujours bien mise, sans le moindre cheveu qui dépasse. Habituellement, à cette heure très matinale, elle est censée s'ébrouer avec classe sur le green, un club de golf entre les mains. Mais alors, que fait-elle donc repliée dans l'embrasure d'une arcade de cette ruelle déserte? Toute de noir vêtue, dissimulant son visage angélique derrière une casquette et de sombres lunettes de soleil. À quoi pense-t-elle? Elle pense à son Ryan. Ryan, 18 ans, l'insouciance et la beauté du diable. Ryan, un corps d'athlète entretenu par des activités montagnardes, des cuisses musculeuses, des bras solides, une peau incroyablement élastique et douce comme du velours. Les mains de Ryan autour de sa taille, les yeux de Ryan, la bouche de Ryan, son sourire ravageur parsemé de dents miroitantes. Le plaisir des escapades nocturnes en scooter à Genève avec Ryan. Des virées incroyablement exotiques pour les 35 ans d'Anne-Bénédicte, juchée à l'arrière du deux roues, qui n'est autre qu'un véritable tape-cul. Les boîtes de nuit jusqu'à la fermeture, et les sandwichs grecs dévorés à 4 heures du matin dans le froid. Le luxueux spa à Lausanne, où elle l'entraîne régulièrement. Anne-Bénédicte tripote son club de golf nerveusement. Elle change régulièrement d'amant. Le moment est venu. Quoi qu'il advienne, ce ne sont jamais les hommes qui lui signifient son congé. C'est elle qui les quitte. Elle a longuement réfléchi. Et comme à chaque fois, elle a échafaudé un plan. La situation n'est plus tolérable. Elle doit, à son grand regret, se séparer de son cher Ryan. Derechef, elle caresse son club de golf au moment où le belâtre apparaît, chevauchant son fidèle destrier qui carbure à toute pompe, avant de stopper net à quelques centimètres de l'imposante Range Rover de sa maîtresse. Intrigué, il descend de son scooter pour décrypter la plaque d'immatriculation. C'est bien la caisse d'Anne-Bénédicte. Qu'est-ce qu'elle fout encore là? Elle devrait être au golf. Ryan pense à Anne-Bénédicte, puis à Lucia. Entre les deux, son cul balance, mais pas son cœur. La vieille ne le lâche plus et ils font des trucs cool ensemble. Des trucs en mode Genève, Genève ça brille grand luxe. Elle lui a même offert une montre plaquée or achetée chez un bijoutier. Mais il y a Lucia. Et Lucia, c'est autre chose. Il va au Hamburger Palace avec Lucia pour dévorer des frites à 4 heures de l'après-midi et écouter de la musique. Chacun a un écouteur dans l'oreille. Lucia, elle est trop fraîche. Ils rigolent bien ensemble. C'est comme ça. C'est arrivé tout seul. Pour le moment, Lucia vient d'avoir 13 ans et demi.
Alors il se contente de lui rouler des galoches. Les fesses calées contre le coffre de la bagnole de la vieille, Ryan, dans le petit matin blafard, est perdu dans ses pensées. C'est le moment opportun pour Anne Bénédicte de jaillir de l'obscurité. Les yeux de Ryan s'agrandissent d'effroi lorsqu'elle lui assène en pleine face 3 coups violents avec son club de golf. Le cœur et l'âme d'Anne Bénédicte débordent de félicité à la seule pensée de Ryan. Mais pourtant, une ombre passe sur son visage. Ses mâchoires se contractent imperceptiblement lorsqu'elle l'imagine avec la fille. La fille, une gamine sans atout, mal fagotée, qui ose fricoter avec Ray sans autorisation. Puisque Ray ne peut pas être sa propriété, il ne sera à personne. Ryan lui appartient à elle, seulement et exclusivement à elle. Et le corps mou et désarticulé de son bien-aimé, telle une vulgaire poupée de chiffon, virevolte et brinque-balle dans son coffre au gré des lacets de la montagne. Anne Bénédicte a déjà décidé du lieu ultime où elle seule se recueillera et où Ray reposera en paix. La voiture massive serpente doucement dans la brume le long d'une petite route départementale déserte. Il n'est pas encore 7 heures du matin lorsqu'elle atteint le pont des Amoureux. Un lieu idéal pour les cœurs transis et désespérés. Un endroit parfait pour accomplir le saut de l'ange. Ce n'est pas une mince affaire de sortir un corps de jeune homme en pleine santé d'un coffre de voiture. Il a été nettement plus facile de l'y jeter. Ryan est fort encombrant. Le sang macule son visage, une partie de ses dents ont explosé et il a le nez cassé. Un si beau jeune homme, quel dommage, songe Anne Bénédicte, qui, sportive et opiniâtre, réussit péniblement à évacuer son chargement indésirable. Une fois à terre, elle roule le corps inerte sur lui-même à grand renfort de club de golf, jusqu'à une brèche présente le long du garde-corps du pont. Une petite impulsion énergique du bout du pied suffit à entraîner celui-ci une centaine de mètres plus bas dans la rivière qui bouillonne. Lorsque la dépouille fend l'écume et les reflets verts et bleus de l'eau, il résonne un bruit sec et mat au milieu des arbres, tandis qu'un merle moqueur semble siffler une ode funèbre. Anne Bénédicte soupire. Ouf, le plus dur est fait. Elle peut enfin débuter sa journée sereinement. Elle inspecte ses yeux légèrement cernés dans le rétroviseur et replace 2 mèches folles derrière ses oreilles. Et maintenant, il suffit d'un petit coup d'accélérateur pour se retrouver sur les pelouses du club de golf. Mademoiselle Saintonge, vous vous sentez bien? Rien de cassé. Vous voulez un verre d'eau? Irma émerge doucement, comme d'un profond sommeil, et réalise qu'elle est étendue de tout son long sur le sol du bureau. À quelques centimètres de son visage, celui inquiet et compatissant de son patron, le ventripotent Monsieur Ramblochet. À 2 évanouissements en une semaine, elle est enceinte ou elle manque de magnésium, ou bien... annonce péremptoire Heidi, la réceptionniste franco-suisse, en lui tapotant frénétiquement la main gauche. Peut-être serait-il plus prudent de contacter un médecin, mademoiselle Saintonge, s'inquiète Ramblochet. Non, je n'en ai pas besoin.
Je vais seulement m'asseoir quelques minutes pour reprendre mes esprits. J'ai dû glisser de l'escabeau en voulant attraper les dossiers du haut. Reprendre ses esprits, glisser de l'escabeau, manquer de magnésium, être enceinte. Quelle blague! Irma redoute l'innommable qui rôde autour d'elle et qu'elle cherche désespérément à fuir. Ils reviennent toujours. Ils sont là, partout, tout le temps. Ils lui murmurent à l'oreille, ils l'effleurent, ils chantonnent. D'abord dans son sommeil, et comme elle ne dort plus pour mieux leur résister, ils envahissent son quotidien en le colonisant d'odeurs, de murmures et de couleurs inconnues. Son imagerie mentale est peuplée d'interlocuteurs invisibles pour les autres et d'étranges visions qu'elle ne peut partager avec personne. Elle a prié, pleuré, imploré, supplié pour se débarrasser d'eux, mais rien n'y fait. Quelle que soit la géographie, la mort règne autour d'elle. Et à force de lutter, Irma, exsangue, tombe des escabeaux et s'évanouit. Elle n'a jamais demandé ni même souhaité recevoir le don. Bien au contraire, sa mère et sa grand-mère auraient bien pu se le garder. En réalité, Irma Saint-Songe n'aime que les chiffres. Une précieuse denrée dont elle se nourrit sans limite. Ils sont rassurants, prévisibles, clairs, précis, sans plus d'interprétation possible. Mais les songes et ces horribles prémonitions, à quoi cela lui sert-il ? Voilà 2 jours qu'harassée, elle s'écroule de sommeil à 7 heures du soir. Et de nouveau, le bac à compost se présente à elle. Mais cette fois-ci, ce sont 2 jambes nues qui y trônent. Elle possède même un je ne sais quoi de familier qui glace Irma. Elle sait instinctivement que ses jambes, à l'épiderme immaculé et la main de la nuit précédente, ne font qu'une seule et même personne. Les pieds sont chaussés de sandales bleues très féminines et les ongles des orteils recouverts d'un vernis rose. Le tableau est à la fois charmant et morbide. Irma se surprend à apprécier l'élégance des sandales et la teinte opaline du vernis. Mais soudain, un nuage vibrillonnant de mouches à viande, affamées, noircissent la paire de jambes qui est littéralement dévorée en quelques secondes. Habitée par une frayeur incommensurable, Irma bondit hors du lit en suffoquant. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre et tente d'apaiser sa sensation d'étouffement au contact de l'air gelé de la nuit. Vous fumez ? Non ? Vous buvez ? Non. Vous prenez la pilule ? Non. Face aux interrogations du médecin, Irma est si lasse qu'elle se contente d'agiter la tête sporadiquement en guise de réponse. Des opérations chirurgicales ? Non. 10 de tension, c'est faible mais pas dramatique. Mademoiselle Saint-Songe, vous êtes fatiguée. Dis-lui qu'elle ne me cherche pas. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que Ryan, son fils, l'aime. Dis-lui qu'elle ne s'inquiète pas. Je suis bien là où je suis. Docteur, je ne dors pas très bien. Dis-lui qu'elle avait raison et que j'aurais dû l'écouter. Dis-lui que son fils Ryan l'aime. Ah oui ? Des insomnies ? Vous êtes stressée ? C'est-à-dire que je viens de commencer chez Ramblochet et Délétraz depuis presque 1 mois. Je suis encore en période d'essai et... Mon scooter est à la rue du Môle. Dis-lui que je l'aime de tout mon cœur. Pardon, vous disiez quelque chose ? Non, c'est la fatigue, docteur. Je vois. Je vais vous arrêter, disons au moins 1 journée. Reposez-vous. Pensez à boire régulièrement. L'hydratation, c'est primordial pour un sommeil réparateur. Et surtout, dormez bien.
Je vous fais une ordonnance avec un somnifère très léger, un demi-comprimé au coucher, et c'est 25 € la consultation, s'il vous plaît. Docteur, pardonnez-moi cette question. Vous avez un fils ? Le jeune médecin se trouble. Pardon ? Encore une fois, docteur, excusez-moi pour cette question. Vous avez un fils, n'est-ce pas ? Je vois que vous êtes déjà bien renseigné pour quelqu'un qui vit ici depuis aussi peu de temps. Oui, j'ai un fils et il s'appelle Ryan, n'est-ce pas ? Irma ferme les yeux malgré elle. Il dit qu'il vous aime. Il dit que vous avez raison. Mais qu'est-ce que... Bien sûr qu'il m'aime puisque c'est mon fils et c'est bien la première fois qu'il me fait passer un tel message grâce à une patiente. Vous connaissez Ryan ? J'espère que ce n'est pas pour de mauvaises raisons. Il vit chez son père et... Il a laissé son scooter rue du Môle. Maintenant, il va bien et il ne faut pas vous inquiéter. Mais je ne suis pas du tout inquiète. Ça fait à peine 2 jours que je n'ai pas de nouvelles. C'est un jeune adulte, il vit sa vie et les jeunes sont souvent imprévisibles. Mais vous êtes en train d'essayer de me dire qu'il a fait une bêtise ? Mon scooter est à la rue du Môle. La montre est sur le sol, juste à côté de la roue arrière. Non, je ne sais pas. Enfin, je ne crois pas. Il a perdu sa montre, rue du Môle. Elle est encore là-bas, par terre, à côté du scooter. C'est une belle montre en or. Il vous demande d'aller la ramasser. Ryan avec une montre en or ? Mademoiselle Saint-Saëns, vous êtes sympathique mais vraiment fatiguée. Je me demande avec quelle vieille pipelette vous avez parlé au village. Ryan a déjà fait quelques bêtises, de la provocation. Il s'est assagi maintenant. Son père et moi avons mis le holà. Vous êtes vraiment fatiguée, hein ? Reposez-vous. Une fois la consultation finie, Nadine Clairet, médecin à la 50aine sémillante, inscrit sur le dossier de sa nouvelle patiente. Irma Saint-Saëns. Stress au travail, fatigue chronique. Patiente sympathique mais fantasque. Antécédents psychiatriques ? Point d'interrogation. À vérifier lors des prochaines consultations. Irma marche d'un pas mécanique comme un automate. Le village est minuscule et pourtant elle cherche désespérément cette maudite rue. Sans quoi Ryan ne cessera jamais de chantonner cette rengaine qui tourne en boucle dans son cerveau. J'ai laissé mon scooter à la rue du Môle. La montre est sur le sol, juste à côté de la roue arrière. Trouve-la et donne-la à ma mère. Les yeux hagards et les mains moites, Irma arpente les moindres recoins du village depuis plus d'1 heure, sans dénicher la moindre rue du Môle. Elle se sent perdre pied. Elle a l'impression de devenir complètement folle. « Excusez-moi, madame, je cherche la rue du Môle. »« La rue du Môle ?» sourit malicieusement son interlocutrice, une vieille femme à la peau parcheminée. « Tu peux toujours la chercher, ma fille, parce qu'elle n'existe plus. C'est le nouveau maire qui l'a rebaptisée. La rue du Môle, c'est là, tout près, juste à gauche. Maintenant, c'est l'impasse du cimetière. » J'ai laissé mon scooter à la rue du Môle et la montre est tombée sur le sol, juste à côté de la roue arrière. Trouve-la et donne-la à ma mère. Continue de souffler la voix obsédante de Ryan. Irma s'engouffre dans la rue silencieuse et y aperçoit un scooter, le seul véhicule garé à quelques mètres d'une arcade. Emportée par la fièvre et le refrain qui tourbillonne dans son esprit, Irma se jette sur les pavés et tâtonne à pleine main pour découvrir enfin la montre dont le cadran est fendu. Puis, elle remarque, non loin de là, ce qui semble être, à première vue,
2 petits cailloux blancs. Mais, à y regarder de plus près, ce sont 2 dents cassées. Irma déplie soigneusement un mouchoir rose en tissu et y dépose son précieux butin. Elle fourre ensuite le tout dans la poche de son imperméable bon chic bon genre avant de regagner son bureau. Sa pause déjeuner est déjà finie et la voix entêtante de Ryan s'est volatilisée. Bonjour Heidi, dites-moi, est-ce que Robert est dans son bureau ? Bonjour Madame Ramblochet, je vais voir, je suis pas sûre. Il me semble que Monsieur Ramblochet avait un déjeuner d'affaires ce midi à Genève. Faites donc. J'attends dans le bureau d'à côté. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Et vous êtes ? Mademoiselle Saint-Songe, la nouvelle secrétaire. Tiens donc, la dernière est restée 3 mois. Elle a vite déprimé. Ici, avec le froid, les nuages gris et les mornes dimanches. Je peux m'asseoir ici ? Si vous permettez, je prends cette chaise vide. J'attends Rob. Enfin, je veux dire Monsieur Ramblochet. Je suis Madame Ramblochet. Voilà, je suis sa femme. Allez, ne faites pas cette tête-là. Je vois bien que ça vous surprend. Robert vient à peine d'avoir 60 ans. Elle poursuit avec un sourire en coin. Rob est très généreux. Moi aussi, il y a 2 ans, j'étais sa secrétaire. Ce n'est pas une suggestion ou une idée que je vous donne. Mon Robert, je le garde et tout ce qui va avec. Mais ouvrez l'œil, vous êtes jolie et encore jeune. À Genève, il y a beaucoup de Robert. Puis, fixant tout à coup le bureau d'Irma avec attention, Anne-Bénédicte demande d'une voix qui transpire l'inquiétude. « Et d'où sortez-vous ça ?» « Quoi donc ?» demande Irma étonnée. « Ceci » rétorque la femme de son patron d'un doigt accusateur en désignant une montre de luxe abandonnée sur le bureau d'Irma. « Oh, ça ? Cette montre ? » Cette montre, précisément, d'où vient-elle ? Irma, prise au dépourvu, improvise. Disons que cette montre est à un ami et qu'il l'a oubliée chez moi. Je l'ai mise en évidence sur mon bureau pour ne pas oublier. Je dois vite lui rendre. Une montre d'une telle valeur, ça se rend et ça se répare. En effet, le cadran est en mauvais état. C'est une montre plaquée hors Puget. Vous savez ce qui est arrivé à la montre de votre ami ? Non, pas exactement. Je crois qu'il est tombé de scooter. Tombé de scooter ? Cette petite mijaurée ne paie rien pour attendre. Et dire qu'elle a déposé tout son tendre amour entre les mains de ce cher Ryan. Il l'a trahi 2 fois. Passe encore la collégienne à la silhouette informe et aux manières d'adolescente. Mais elle, c'est une femme, et surtout vraiment plus jeune qu'elle. Inacceptable ! Mais dites-moi, ce Ryan, ce n'est pas le jeune homme qui tournicote régulièrement à scooter sur la place du marché ? C'est le fils du docteur Clairet. C'est une amie. Je connais bien Nadine. C'est une excellente praticienne. Je peux prendre cette montre et la déposer à son cabinet en partant d'ici. Anne-Bénédicte a à peine achevé cette phrase que Ryan est de nouveau là. Ne lui donne rien. Donne la montre à ma mère. Donne la montre à maman et dis-lui qu'elle avait raison. Dis-lui que je l'aime. Ne lui donne rien à elle. Donne la montre à ma mère. Donne la montre à maman et dis-lui qu'elle avait raison. Dis-lui que je l'aime.
Ryan danse maintenant autour d'Irma. Ses oreilles bourdonnent, ses yeux papillonnent. Il lui parle de plus en plus fort. Il hurle maintenant dans ses tympans. Ne lui donne rien à elle. Donne la montre à ma mère. Donne la montre à maman et dis-lui qu'elle avait raison. Dis-lui que je l'aime. Au loin, elle perçoit la voix hautaine d'Anne Bénédicte. « Mademoiselle Saint-Songe, vous allez bien ?» Puis, c'est le trou noir. « Comment vous sentez-vous, ma chère ? J'ai pris la liberté, avec l'accord de Robert, de vous ramener chez vous et de vous mettre au lit. Au village, l'entraide, c'est essentiel. D'après Heidi, c'est la 3e fois que vous vous évanouissez au travail cette semaine. Je ne me souviens pas. Vous avez une absence. Ce n'est sûrement pas bien méchant. Robert dit que vous êtes un peu surmenée en ce moment. Vous n'êtes pas enceinte au moins. Faites-moi confiance, je sais être discrète. » Un bloc de marbre froid et massif pèse sur le crâne d'Irma. Il lui est difficile de tenir une conversation tant elle a mal à la tête. Tenez, buvez ce thé bien chaud, je l'ai préparé spécialement pour vous. Buvez, cela vous remettra d'aplomb. Après, je file. J'ai un cours de golf, mais vous n'êtes pas seul. J'ai prévenu votre voisine qui viendra vous voir régulièrement. Irma lappe le thé d'Anne Bénédicte à petites gorgées bruyantes, pendant qu'elle l'encourage, affable, assise au bord du lit. Le breuvage est très sucré. Il a même un drôle de goût. Et de nouveau, Irma est soudain plongée dans les limbes. Ryan est maintenant au pied du bac à compost. Il lui sourit, légèrement déçu. « Je t'avais dit de donner la montre à ma mère. Mais ce n'est pas grave. Tu as fait ce que tu as pu. » Puis, d'un geste vif, il soulève le bac à compost et une image terrible vient écorcher les yeux d'Irma. Un buste de jeune femme, mince et blanc, comme de la neige fraîche, repose sur un lit d'humus malodorant. Sur son sein droit, une surprenante larve colorée s'extirpe péniblement d'un cocon presque aussi lumineux que le tronc humain. Lorsque l'insecte se déplie enfin complètement, un magnifique papillon multicolore apparaît et s'envole avec une légèreté élégante vers le ciel mordoré. Ryan sourit. « Regarde, Irma, comme il est beau. » Anne Bénédicte se dirige vers sa voiture. Maintenant que cette fille est clouée au lit et que la montre est dans sa poche, c'est le moment d'en finir. Elle farfouille dans son coffre avec impatience. Mais où a-t-elle pu bien fourrer le nouveau couteau électrique pour découper le gigot ? Celui qu'elle vient tout juste d'acheter dans un grand magasin d'électroménager. La brigadière-chef de police municipale, Sylvaine Lemay, marche à pas lents vers le parc. Son fils de 6 ans a pleuré une bonne partie de la nuit et elle est sur les rotules. Léo a une otite. Il se plaint d'entendre des gens qui n'arrêtent pas de lui parler dans les oreilles. Ah, ces gosses et leur imagination débordante. Elle sourit entre 2 crises de bâillements incontrôlables. Ici, les petites mamies sont parfois comme les enfants. Ce matin, un appel téléphonique de 2 vieilles dames à la mairie a retenu l'attention. Elles ont soutenu mordicus qu'une colonie de rats s'est installée à proximité du bac à compost dans le parc municipal. Encore des gens qui ont jeté en quantité des détritus inadaptés, comme des os de poulet ou des croûtes de fromage.
Sylvaine Lemay devra très probablement contacter Gégé, le chef d'équipe du nettoyage de la voirie. Mais de là à expulser Manu Militari, une véritable colonie de rongeurs, on n'y est tout de même pas encore. À quelques mètres du bac à compost, Solange et Thérèse l'attendent patiemment. À cause des rats qui tournicotent autour du conteneur, nous n'avons pas pu ouvrir le couvercle. Ces bêtes-là, ça mord. Et puis, ça sent tellement mauvais. En effet, Sylvaine Lemay est saisie à la gorge. Une émanation insoutenable s'échappe du conteneur. Elle l'identifie tout de suite. L'odeur de la mort. Quand elle soulève prudemment le couvercle, elle a sous les yeux une scène d'épouvante. La tête d'une jeune femme, proprement découpée à la base du cou, est délicatement posée sur un linceul d'épluchure de légumes. L'une des petites grand-mères qui a assisté à la macabre découverte manque de s'évanouir, tandis que les rats grouillent tout d'un coup plus nombreux en couinant avec férocité. « C'est ta tête !» dit Ryan avec compassion en observant d'en haut la scène qui se déroule sous leurs yeux. « C'est bien ma tête !» acquiesce Irma d'un ton détaché. « Si tu savais combien elle me paraissait lourde, maintenant cela n'a plus aucune importance. » Et, en moins d'une fraction de seconde, Ryan et Irma sont déjà ailleurs. Ryan flotte au-dessus de la tête du petit Léo Lemay et chuchote à son oreille une histoire de montre. Irma, elle, est un peu plus loin dans les étoiles. Et maintenant, chers auditeurs, en attendant la prochaine fois, continuez de trembler. Nous adressons nos salutations les plus noires.